En vue de trouver un nouveau staff technique aux éléphants, le comité directeur élu de la Fédération ivoirienne de football a, dès son installation, lancé un appel à candidature. Réuni ce jour sous la houlette du président Idriss Diallo, le comité de validation des candidatures a dégagé des shortlists. Une pour le poste de sélectionneur titulaire et une autre pour celui de sélectionneur adjoint. Le verdict final sera connu dans quelques jours. Alors justement, Balo, vous arrivez fraîchement de la Fédération ivoirienne de football. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il faut dire que c'est dans une ambiance studieuse que M. Armand Gourou, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, s'est avancé sur son pupitre à 20h06 et il a commencé à dérouler son propos en situant le contexte. Il a rappelé que la commission qui a planché sur les dossiers l'a fait dans le cadre d'un appel à candidature lancé le 4 et fermé le 10 à 17h. Et il a ensuite parlé de la composition de cette fameuse commission qui était en conclave, qui a eu à plancher sur ces ensembles de candidatures. Donc il y avait Idriss Diallo et ses 4 vice-présidents, M. Malik Toé, M. Kone Mamadou, Mme Tani Malika et malheureusement M. Ouattara Siabou, lui, était absent pour des raisons professionnelles. Et ensuite, il a parlé tout simplement des autres groupements d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y avait un comité d'urgence emmené par Idriss Diallo. Et ensuite, il y avait des groupements d'intérêt emmenés, par exemple, par M. Kayoulaï, qui représentait le groupement d'intérêt des entraîneurs, le groupement des anciens footballeurs emmené par M. Alain Guaméné et le groupement des joueurs en activité emmené par M. Cyril Domoro. Le DTN devait être présent à ce conclave. Il était malheureusement en mission, donc il n'a pu participer à cette prise de décision. Et il a achevé son discours par l'annonce des différents noms. Il a rappelé que sur 17 candidatures, 2 noms seulement ont été retenus en ce qui concerne les entraîneurs adjoints. Il s'agit de Aïdara Choualio et de Faye Emers. Et en ce qui concerne les entraîneurs principaux, sur une liste de 22 candidatures, 3 noms ont été communiqués. Il a communiqué seulement un seul nom. Et les 2 autres, il a rappelé qu'on était dans un cadre international où la plupart des entraîneurs sont sous contrat. Et pour ne pas violer le secret professionnel, il ne pouvait donner l'intégralité des 3 noms. Donc, il a donné un seul nom et c'est M. Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de Saint-Étienne, des Girondins de Bordeaux et par ailleurs en 1994, qui a été préparateur physique de Gérard Gély sous l'Olympique de Marseille. Alors là, on a eu beaucoup d'infos. Donc, Jean-Louis Galtier, et puis pour les entraîneurs principaux. Voilà, entraîneurs principaux. Donc, lui et 2 autres dont on ne connaît pas les noms, d'accord ? Pour des raisons professionnelles. Absolument. Et du côté donc, des adjoints, Emers Faye et Choualio Aïdara. C'est cela. Bon, et il a rappelé que dans une échéance d'1 semaine, on connaîtra le nom à la fois de l'entraîneur principal des éléphants et de l'entraîneur adjoint. D'accord. Bon. Alors déjà, réaction comme ça... Je suis surpris par la méthode employée parce que je pense que le président de la fédération, déjà dans un premier engagement, avait fixé la date du 11 comme celle à laquelle on connaîtrait le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Donc quand déjà à la date du 11, on n'est pas capable de donner le nom du sélectionneur, on va commencer à se poser des questions. L'autre élément, c'est quelle était la nécessité donc de ce communiqué qui était organisé de manière aussi institutionnelle. Je pense qu'on aurait pu faire l'économie de cette rencontre si on avait publié un communiqué avec ces différents noms. Parce que chose étonnante, Balo nous apprend qu'il y a eu 22 dossiers de candidature pour le poste du titulaire de l'équipe A. Et on nous donne le nom d'un seul entraîneur et 2 dont on dirait qu'ils sont encore sous contrat. Pourquoi ne pas publier au moins une liste assez large pour qu'on sache quels sont les noms qui ont été écartés? Voilà, je pense qu'on s'est beaucoup plaint et surtout même ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la fédération, de la gestion qui jugeait opaque de la fédération ivoirienne de football. Mais je ne vois pas plus grande opacité déjà dans le choix d'un entraîneur que ce à quoi on assiste. J'espère que la date du 15 sera véritablement une date à laquelle on pourra avoir le nom du nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Mais là, je reste toujours sur ma faim parce qu'on n'a toujours pas de visibilité concernant l'équipe nationale qui a une échéance assez rapide qui va arriver dans le mois de juin. De toute façon, la décision de nommer un entraîneur est du pouvoir discrétionnaire du président de la fédération. Balo l'a rappelé. Il y a une commission du président et de ses 4 vice-présidents. Il y a eu même un 5e membre
qui étaient absents. En quatrième, non. Il y a eu 4 il y a eu quatre. il était 3 présents donc et un il y a- quatrième absent. Merci Balo. Et encore, il y a eu un autre panel encore qui a été mis en place par M. Alain Guaméné, par M. Cyril Domoro. Bon, à quoi sert ce panel à côté encore bon, j'ai du mal à comprendre. Mais on a l'information au moins que le 15, ça dit dans une semaine. Dans une semaine, donc, on aura le nom sera situé dans le cadre, hein, je rappelle, il a précisé selon ses mots, dans le cadre d'une discussion approfondie avec l'ensemble du comité exécutif. Ce sont ces mots. D'accord. Henri Jo. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on publie la liste. Bon, on parle de 3 entraîneurs retenus et on publie la liste, le nom d'un seul. Alors, les 2 autres étant sous contrat, on ne peut pas. Donc, pas secret professionnel. Donc, il a sans dit que d'ici le 15 ou d'ici une semaine, si la liste est publiée et qu'on choisit la liste ne sera même pas publiée, ils vont donner juste les noms. Bon, on donne le nom, c'est-à-dire le nom d'un entraîneur qui était sous contrat. Automatiquement, il va démissionner de son poste où il était. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les championnats, les différents championnats, ils ont parlé d'expatriés expérimentés pour pouvoir conduire l'équipe nationale. Il va sans dire que ce dernier, quand même, si son nom n'a pas été publié parmi les 3, c'est qu'il est encore sous contrat et surtout qu'il est dans un championnat ou il coach un pays. En ce qui concerne les pays, je ne pense pas que d'ici une semaine ou d'ici juin, ça poserait un problème. Mais pour celui d'un club, on sait tous que Mais la saison finit le 28, donc même s'il est désigné peut-être la semaine prochaine, il va lui rester peut-être 10 à 12 jours le temps de boucler ses dossiers. Ça dépend de venir. Est-ce qu'aujourd'hui, si cet entraîneur est en train de se battre avec son club pour un maintien ou pour une Coupe d'Europe, est-ce qu'il va laisser son club pour venir à une semaine ou à 2 semaines, même à 2 semaines de la fin du championnat, est-ce qu'il va laisser son club pour venir? S'il a postulé, c'est qu'il se sent prêt à laisser ce club-là. Mais dans ce cas, c'est qu'il se sentait prêt aussi à ce qu'on donne son nom parmi les 3 retenus. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait de la rétention d'informations. On fait de la rétention d'informations. D'accord. Yellow. Je note le premier faux pas des nouveaux habitants de la Fédération ivoirienne de football. À les entendre lors de leur campagne, on s'attendait à une gestion très élaborée et surtout, on les attendait par rapport au nouveau sélectionneur de l'équipe ivoirienne de football. Là, on tombe des nues. Déjà, le process par rapport à la désignation du sélectionneur de l'équipe nationale de football semble un peu opaque. Ensuite, le délai qui n'est pas tenu, parce que là, on nous donne le 11 mai, on s'attendait très évidemment à cette short list-là et à connaître le nom du nouveau sélectionneur, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, je constate qu'il y a un premier faux pas des nouveaux habitants de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Alors, essayons de prendre nom par nom maintenant. Bon, du côté des sélectionneurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Jean-Louis Gasset, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Enfin, qui n'est pas un choix, de ce choix dans la short list. Bon. Oh. Moi, j'ai essayé déjà de faire une petite recherche sur lui, puisque son nom était sorti un tout petit peu, je ne vais pas dire assez tôt de la journée, mais vers, je crois, en fin de soirée. Par là, en fin de soirée, en début de soirée plutôt. Ben, cette dernière saison, il a été sur le banc de Montpellier en 2017, d'abord en tant qu'adjoint, ensuite entraîneur intérimaire, avant de se retrouver du côté de Saint-Étienne durant 2 saisons. En 2 saisons à Saint-Étienne, il a réalisé 31 victoires, 14 nuls et 17 défaites. Ensuite, il a signé du côté de Bordeaux en 2020-2021. C'est son dernier club actif, où là-bas, il a fait 13 victoires, 6 nuls et 20 défaites. Bon, je pense que déjà, quand on donne des pareilles statistiques, c'est vrai que les situations ne sont pas pareilles. Mais on voit que M. Jean-Louis Gasset n'a pas d'expérience sur le continent africain. C'est encore un autre élément. On sait que c'est un entraîneur qui a quand même, je dirais, une certaine notoriété du côté de la France. Mais est-ce que cela suffirait à pouvoir faire un très bon sélectionneur? Là, il a quelle notoriété du côté de la France? Il a quand même une notoriété parce que Bordeaux, qui va malheureusement partir en deuxième division Saint-Étienne, ce ne sont pas des clubs de seconde zone. Et d'ailleurs, ces 2 clubs sont en train de lutter. Il a été adjoint également au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, mais je n'ai pas voulu parler même de ses postes d'adjoint à l'Espagnol de Barcelone et autres. Je préfère rester dans je dirais, ces dernières expériences. C'est un entraîneur qui a une très longue expérience. Et peu importe, aujourd'hui, c'est la situation actuelle de Saint-Étienne et de Bordeaux. Mais quand il y était, ces clubs n'étaient pas dans cette situation. Donc, il a quand même entraîné des bons clubs du côté de la France. Il a une très bonne expérience. Voilà, on ne va pas minimiser cela. Mais
comme je le disais, le contexte, voilà, est-ce que ça va suffire? Ça, c'est autre chose. Mais bon. Parce que je pose la question, on va se rappeler tout de suite d'un coach français qui était en Afrique récemment. Il s'agit de Christian Gourcuff, qui était avec l'équipe de l'Algérie en 2015. Christian Gourcuff, oui. Oui, il avait la meilleure formation algérienne. En ce temps, il avait la meilleure formation algérienne, mais il ne connaissait pas un peu le contexte africain. Oui. Et on a vu ce qui s'est passé à la CAN, battu par la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a vu le résultat. L'équipe de l'Algérie est sortie très tôt. Pourtant, tout le monde, au début de la compétition, voyait cette équipe algérienne vainqueur de la Coupe d'Afrique. En plus, aujourd'hui, moi, je pense que pour recruter un sélectionneur, il faut s'appuyer sur la forme du moment. Jean-Louis Gasset, c'est vrai, déjà les statistiques ne sont pas en sa faveur, avec ce que nous voyons, 17... Non, avec Bordeaux, 13 victoires, 20 défaites. 20 défaites, c'est son dernier club. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le profil idéal pour venir coacher l'équipe nationale? Moi, je ne pense pas, parce que c'est vrai, peut-être les deux noms, on ne les connaît pas pour l'instant, mais lui, son profil, je ne pense pas que... normalement, il ne devrait même pas faire partie de cette shortlist. Non, mais vous n'avez pas le nom des 18 autres. Mais les 18 autres, c'est vrai, il n'a pas eu de publication officielle, voilà, mais quand même, les rumeurs nous ont donné quand même une shortlist. Nous avons vu... Bon, ce sont des rumeurs, oui. Joël. Malheureusement, il ne dirait pas. Allez-y, mais bon, je me demande, au-delà des statistiques évoquées, parce que lorsqu'on regarde son parcours, on se rend compte qu'il a travaillé avec Gérard Gilly. Donc je me demande, étant donné que Gérard Gilly a travaillé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas cette proximité finalement avec Gérard Gilly qui lui a valu sa présence dans cette shortlist? Pas forcément. Vous savez, il est évident que quand des entraîneurs viennent postuler sur le continent africain, vous savez, dans le monde professionnel, ils ont des agents. Et au-delà des agents, ils se font conseiller également par certains de leurs compatriotes qui ont l'expérience africaine. Et il est clair que ces dernières années, qu'on le veuille ou non, le niveau du football africain, ou du moins l'organisation de toutes les sections nationales, est en nette progression, est en nette amélioration. Donc, ils vont retrouver pas forcément les mêmes conditions que dans les clubs professionnels en Europe, mais ils vont se retrouver dans des conditions où ils peuvent quand même essayer de donner un petit plus. Bon, le challenge peut être attrayant pour lui, c'est un nouvel univers. Moi, je le dis toujours, je ne juge jamais une personne tant que je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre. C'est un nouvel univers pour lui. Il peut très bien réussir sa mission comme échouer. Rien n'est écrit en fonction de ce qui s'est passé par son passage du côté de Bordeaux ou de Saint-Étienne. Mais ce sont quand même des indicateurs. Ça peut être des indicateurs ou pas, Yellow. On a des entraîneurs qui peuvent ne pas réussir dans un club et parfaitement réussir ailleurs. Ça, on l'a vécu, on le vit couramment ici. Est-ce qu'il a la poigne? Et puis la question... Voilà, même avec des sélections, même avec des sélections. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il a la poigne aussi? Parce qu'on nous a dit que Carlos Queiroz, que je dirais aujourd'hui, dont le nom a fuité, que beaucoup de personnes souhaiteraient voir à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ses résultats avec l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sa première sélection africaine. Il est passé sur d'autres bancs. Il est passé sur d'autres bancs, Portugal, je crois, en Afrique du Sud et autres, où ça n'a pas marché. Donc voilà, donc il ne faudrait pas forcément se dire que comme ça n'a pas marché avec Bordeaux ou avec, je dirais, Saint-Étienne, ça pourrait ne pas marcher avec la Côte d'Ivoire. Je dis non. C'est pas une science exacte. Voilà, c'est pas une science exacte. Donc c'est ce que je veux dire. Donc il ne faut pas le juger sur son parcours en club par rapport à la sélection nationale. Non, on ne le juge pas. On dit que les statistiques sont des indicateurs qui nous permettent de penser ou de supposer que ça pourrait ne pas marcher avec la sélection ivoirienne. Au-delà des statistiques, il y a aussi son profil. Je suis d'accord avec vous, ça pourrait ne pas marcher comme ça pourrait marcher. Je pense qu'il est réputé pour être un entraîneur, Jean-Louis Gasset. Oui, justement. C'est ce qui est intéressant pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Au-delà de ses échecs, il a 68 ans. Il est à poigne. Il a 68 ans. Il entraînait, à sa décharge, il entraînait des clubs qui comptent en leur sein énormément de joueurs africains. Donc il peut connaître la mentalité des joueurs africains, vu que nous-mêmes aujourd'hui sur le continent, on évolue plus avec des binationaux plutôt qu'avec des joueurs formés chez nous. Donc il les connaît, pratiquement il connaît la mentalité de ces binationaux. Ça peut être un plus pour cet entraîneur. Vous voyez, donc je pense qu'il n'y a pas que du négatif. Et comme l'a si bien dit Balo, c'est un homme à poigne. C'est un entraîneur très caractériel. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, seul ce profil d'entraîneur-là ont réussi à avoir des résultats probants. Donc, même si ce n'est pas lui forcément qui va être choisi ou que peut-être beaucoup ne souhaitent pas qu'il soit choisi, mais je pense que s'il se retrouve dans cette shortlist à 3,
ben, c'est parce que peut-être je le dis, puisqu'on n'a pas la liste des 18 autres, il fait partie des meilleurs profils à avoir postulé. D'accord. Bon, on va passer aux adjoints, hein, donc les 2 noms qui sont sortis donc, de cette shortlist, Emers Faé et Choalio Aïdara. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ils auraient pu quand même, ou bien peut-être demain, ça je suis sûr, parce que pour le DEX, M. Gourou, il allait être difficile quand même à 20 h de commencer à citer comme au résultat du baccalauréat 17 noms. Mais j'espère pour moi que demain, la fédération va, dans un communiqué, au moins nous donner la liste de tous ces entraîneurs ivoiriens qui auraient déposé leur dossier pour postuler, parce que ça va permettre, pourquoi pas même aux clubs locaux de Ligue 1, de Ligue 2, de pouvoir au moins avoir des profils d'entraîneurs ayant des diplômes à même de pouvoir entraîner une équipe nationale et leur proposer du travail. Et ça va permettre aussi à l'opinion ivoirienne de pouvoir suivre ces différents entraîneurs qui sont diplômés. Donc, à ce niveau, j'espère qu'on pourra avoir la liste. Maintenant, Choalio Aïdara, Emers Faé, ben, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de débats à avoir. Emers Faé a entraîné pendant de nombreuses années les équipes de jeunes de l'OGC Nice. Je crois que dernièrement, il était sous contrat avec un club. Ben, j'ai pas eu, puisqu'on ne savait pas qu'il avait postulé. Clermont Foot. Voilà, merci Tia. Quant à Choalio Aïdara, il n'est plus à présenter. Il a conduit les espoirs aux Jeux Olympiques. Il est vice-champion d'Afrique des espoirs. Ben, je pense que ce sont 2 profils. Si ça n'était qu'à moi seul, on aurait trouvé la formule pour pouvoir les intégrer les 2. Pas besoin de laisser un pour prendre un autre. Mais je pense qu'ils vont réfléchir à cela. Sûrement que Choalio, qui a déjà une expérience en espoir, il part avec, je dirais qu'il connaît bien l'environnement local, il part peut-être avec les faveurs, les faveurs entre guillemets, des pronostics. Et Emers Faé pourrait se retrouver sur le banc de touche des espoirs. Voilà, et comme ça, on aurait résolu ce problème définitivement. Et je pense que Tia, c'est une bonne nouvelle. Hein, et je pense qu'ils ont bien entendu ce qui a été dit sur ce plateau. Parce que je me souviens qu'on avait fait un comparatif avec ce qui marchait au Sénégal et en Égypte. Hassan Chiata, qui avait commencé au plus bas de l'échelle avec les plus jeunes, avec l'équipe olympique de l'Égypte. Aliou Cissé, pareil. Et là, je pense qu'on donne une bonne chance à Aïdara Choalio de suivre cette trajectoire-là. Et je pense que là, c'est bien pensé. On a un entraîneur qui est parti du plus bas de l'échelle, qui connaît tous les échelons de l'équipe nationale pour pouvoir le mettre à profit au niveau moi, ce que je souhaite pour un coach comme Aïdara Choalio, qui est pour moi un coach qui est déjà confirmé, ça il faut le dire clairement, on ne peut pas se permettre, si on décide de prendre Aïdara Choalio comme adjoint, d'avoir un entraîneur moins capé, c'est-à-dire moins diplômé, qui ne puisse pas véritablement lui apprendre grand-chose. C'est vrai qu'on souhaite que l'entraîneur ivoirien puisse, je dirais, travailler en parfaite collaboration avec cet expatrié, mais on veut surtout que cet expatrié puisse bonifier à la fois l'équipe nationale, mais également son adjoint qui, à terme, comme ça a été dit par le président Idriss Diallo, à terme deviendrait le futur sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait véritablement prendre quelqu'un qui va améliorer les techniques de coaching. Déjà, je dirais, assez élevé d'Aïdara Choalio pour que dans 2 ans, on puisse avoir un entraîneur pour cette sélection qui soit totalement aguerri. Est-ce que c'est la bonne formule? Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on recrute un entraîneur, il vient avec son staff. Écoutez, on parle dans le monde industriel, on a parlé de transfert des technologies. Je pense qu'on a des techniciens aujourd'hui qui viennent ici en séance de formation pour améliorer les capacités de nos entraîneurs locaux. Et ce n'est pas... Non, je termine, Henri, c'est vrai, je vous ai interrompu, je termine. Mais ce n'est pas pour moi quelque chose de nouveau. On a eu Persona Mama Ouattara qui a été pris qui a été mis au niveau de l'équipe nationale derrière Gérard Gilly, comme le second adjoint d'Henri Michel, également paix à son âme. On a eu Kamara Ibrahim, qui a été adjoint ici pendant un certain temps des sélectionneurs. Est-ce que ça n'a pas été demandé par ses coachs? Parce qu'aujourd'hui, vu la formule qui est utilisée au niveau de la Fédération ivoirienne de football, c'est qu'on a 2 appels à candidature. Un pour l'adjoint et l'autre pour je dirais plus l'adjoint national. Parce que dans l'ancienne mouture... Ça dit que cet entraîneur-là vient sans adjoint. Il vient avec vous ne les autres membres de son staff. Aucun sélectionneur ne viendra sans adjoint. Généralement, je vous ai donné le cas d'Henri Michel, paix à son âme. Donc il y avait finalement, Henri on Michel, les met où alors? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y avait Henri Michel, Gérard Gilly et également Mama Ouattara, paix à son âme également, qui était son adjoint. Donc c'est comme si l'entraîneur venait avec son adjoint expatrié, mais il y avait un adjoint ivoirien pour apprendre auprès de ces personnes-là. Quel sera son rôle pour moi, il est évident que dans cette affaire, même si le sélectionneur expatrié arrive, il viendra avec son staff. Mais quitte à lui à dire à peut-être son adjoint titulaire que, bon, selon la hiérarchie, tu seras l'adjoint, mais tu seras en dessous de l'adjoint ivoirien, mais ça ne les empêche pas de travailler ensemble. Ça ne les empêche pas de travailler ensemble. Donc voilà, ce n'est pas le plus important. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que, comme vous le dites,
il peut venir, ce sélectionneur, c'est recruté, peut venir avec son adjoint. Il va venir avec son adjoint et il aura quand même l'obligation de travailler avec un adjoint qui, lui, a postulé à un appel à candidature et qui a été aussi recruté. Alors, ce dernier Ivoirien, quel sera réellement son rôle au sein de ce staff? Mais son rôle sera défini, Henri Joël. Quand vous prenez... Est-ce que c'est la fédération qui va définir le rôle de l'adjoint ivoirien ou bien c'est le nouveau sélectionneur qui va définir son rôle? À quel niveau il va intervenir? À quel niveau il va prendre des décisions? Parce qu'un adjoint aussi, ça prend des décisions. Lesquelles? On sait très bien que... C'est une force de proposition. Quelle décision est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va imposer à l'entraîneur titulaire? Il est là pour faire des propositions. Donc, qu'il soit adjoint numéro 1, adjoint numéro 2, adjoint numéro 3, il fera des propositions. Quand on décide de faire un appel à candidature, je suis en train de vous expliquer. Quand on décide de faire un appel à candidature, il y a une fiche de poste qui est obligatoire, qui suit l'appel à candidature, de telle sorte que la personne qui sera choisie, cette personne-là sache quelles sont les étendues de ses prérogatives. Donc, il ne vient pas comme ça s'asseoir et attendre qu'on lui dise « Écoutez, monsieur, vous allez placer les codes ou faire ceci ou faire cela ». Quand l'entraîneur des A également postule, il sait également le contenu de ce qu'on attend de lui. Monsieur, dans votre staff, vous allez avoir un adjoint ivoirien que vous allez devoir former. Tout est mentionné noir sur blanc. Donc, si vous venez postuler, c'est que vous êtes prêt à la fois à bâtir une équipe, donc entraîner l'équipe nationale, mais également partager votre savoir avec les entraîneurs locaux. Ça existe dans pratiquement tous les pays que s'est développé le football. Quand son nom était du tout à l'heure, Philippe Troussier est allé au Japon, les Japonais lui imposaient des adjoints japonais qu'il a fait grandir. Et je crois que son adjoint est devenu à la longue sélectionneur national du Japon. Donc ça arrive partout. Ça arrive partout. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si c'est quelque chose d'exceptionnel du côté de la Côte d'Ivoire. Mais voilà. vu le principe qui a été suggéré, c'est-à-dire, c'est comme vous avez deux entités différentes. Le problème... Vous avez deux entités différentes, c'est-à-dire un qui postule pour être adjoint, qui normalement, avec le processus qui a été installé, vient avec ses droits. De l'autre côté, vous avez l'entraîneur qui viendra aussi, et comme vous le dites, avec peut-être son adjoint. C'est à ce niveau que se pose le problème. Il n'y a pas de problème. Je pense que Jean-Philippe... Ce qu'Henri Joël veut dire, c'est qu'on a deux entités différentes. Et comment est-ce qu'on va arriver à jumeler des entités totalement différentes, elles sont complémentaires. Non, pas forcément. Elles sont pas forcément. Je vais répondre à cette question. Parce que très souvent, ce qu'on a l'habitude de voir dans certains staffs, c'est qu'on a des entraîneurs principaux qui viennent avec des adjoints qui connaissent bien. Et parce qu'ils les connaissent bien, ils peuvent collaborer facilement. C'est vrai qu'on a des relations professionnelles, mais aussi les relations humaines qui peuvent compter dans l'avancement d'un travail. Donc, bon, je vais vous répondre. Peut-être que je vais me permettre de répondre dans l'esprit de cette procédure de la Fédération de football. J'ai donné des cas tout à l'heure. J'ai donné le cas de Maman Ouattara, j'ai donné le cas de, comment il s'appelle, Kamara Ibrahim. Ce sont des entraîneurs qui ont été donc introduits dans les staffs des différents sélectionneurs expatriés qu'on a eus. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Oui. Le procédé cette fois-ci, c'est que la fédération ne souhaite pas intégrer d'entraîneurs. Elle souhaite que ce soit un entraîneur qui soit manifesté à travers un appel à candidature pour dire « je suis prêt à intégrer cette sélection ». Pour ne pas que de manière discrétionnaire, on dise qu'il ne fasse appel qu'à des gens qui leur sont forcément proches. Ils ont dit aux entraîneurs locaux, de par habitude, c'était le comité exécutif qui, après la mise en place du staff du sélectionneur, décidait d'intégrer un entraîneur local, comme on appelle, au staff technique de l'équipe nationale. Donc cette fois-ci, ce sera un entraîneur qui aurait été choisi à l'issue d'un appel d'offres. Donc c'est la même chose, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est un processus qui est différent. Dans tous les staffs qu'on a eu à la tête de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, des staffs formés par des expatriés, des locaux ont été intégrés à ces staffs. Kamara Ibrahim, est-ce que ça marche forcément? Est-ce que ça marche forcément? Je termine. Kamara Ibrahim, parce que on a eu des infos faisant état d'un conflit de compétences entre Kamara Ibrahim et un certain nombre de sélectionneurs expatriés. Je ne vais pas forcément donner de nom ici. Voilà, mais il y a eu des conflits de compétences entre Kamara Ibrahim et un certain nombre de sélectionneurs expatriés. Monsieur Barlow, il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Monsieur Barlow, je suis d'accord avec vous, sauf qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de confier notre équipe nationale à un staff technique
est constitué à 100% d'étrangers. Non, Ce n'est pas possible. Tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, ce que vous souhaitez, si je suis un peu votre idée, c'est de laisser le staff se mettre en place et permettre au sélectionneur de choisir son adjoint ivoirien. On lui fait des Il reste propositions. 3 minutes. C'est de ça On qu'il lui fait s'agit. des On lui fait des propositions. Mais la fédération Ne parlez pas en même temps, n'est s'il pas vous plaît. prête à lui donner, à lui permettre d'avoir ce privilège. Parce qu'il peut choisir n'importe qui. D'accord. Jean-Philippe, écoutez à partir du un petit peu. moment où cette shortlist a été établie en ce qui concerne le choix de l'adjoint, pourquoi ne pas proposer cette shortlist-là au sélectionneur qui sera retenu afin qu'il en fasse un choix? Et parce que ça peut être tout de suite, la liste a été donnée, Mes Faye et Aïdara Choualio. L'entraîneur qui est retenu jette un coup d'œil sur cette liste-là et regarde, il voit, puisque si ces 2 noms ont été retenus, forcément, ils ont la capacité, ces entraîneurs ont la capacité de pouvoir aider le coach dans son travail. Donc, pourquoi ne pas laisser la possibilité au coach de choisir entre ces deux avec qui et derrière, ça permet à la fédération, si vous estimez que les entraîneurs, ça permet à la fédération, ça devient plus une obligation. Ça permet à la fédération d'incomber l'ensemble des responsabilités au sélectionneur. Parce que vous avez la marge de manœuvre de choisir les personnes avec qui vous voulez travailler. Derrière, s'il n'y a pas de résultat, monsieur Ballot, le sélectionneur a l'ensemble de toutes les prérogatives. C'est à lui que revient la décision finale. Ça, au moins, on peut le lui concéder. Donc, même si on lui adjoint quelqu'un un local qui est venu par appel à candidature, mais qu'est-ce que cela va changer dans le fait qu'il donne des instructions? Est-ce qu'un adjoint peut contredire l'entraîneur titulaire, l'entraîneur principal, parce que lui aussi il est venu par non, mais pas du tout, mais il peut avoir des problème d'affinité. Mais s'il y a un problème d'affinité, l'employeur va trancher. Non, mais si un problème d'affinité, l'employeur va trancher. On revient à la case de départ. Écoutez, on revient à la case de départ, le travail ne va pas avancer. Écoutez, chers messieurs, même dans les entreprises, on parle du football, mais même dans les entreprises, quand on fait les appels à candidature pour le directeur général, on peut faire un appel à candidature pour le DAF, on peut faire un appel à candidature pour certains postes. On ne vous demande pas de vous aimer, on vous demande de travailler ensemble. Non, mais là, c'est des postes qui sont quand même un directeur. Je pense que les deux peuvent travailler ensemble, même s'ils ne viennent pas du même staff. Mais aujourd'hui... Non, je vous laisse répondre. Non, mais laissez-le finir. Il explique que c'est le contexte différent. Aujourd'hui, vous avez une chose différente. C'est très simple. Pourquoi c'est différent? Laissez-le parler. C'est pas tous les domaines qu'il faut essayer de coller, il faut essayer de faire le rapport au football. Aujourd'hui, vous avez un staff, ils sont amenés à travailler ensemble, à vivre ensemble, à faire les voyages ensemble. Partout où ils passent, ils sont ensemble. Maintenant, quand vous avez... Moi, ce que je suggère, c'est qu'avec cette shortlist, on propose la shortlist au sélectionneur qui sera retenu à la fin et à lui, maintenant, de faire un choix entre les 2 noms et choisir celui avec qui il veut travailler. Non, mais... Pour question d'affinité, pour question de facilitation. Je pense que du moment où vous nommez en fait, l'affinité ne garantit pas l'objectivité du choix. Je peux choisir quelqu'un parce que nous sommes amis, mais ça ne garantit pas les résultats. Oui, mais au moins, ça permet un climat allant dans le sens des résultats. Non, mais si ces 2 noms ont été retenus, c'est que ces 2 noms... ces 2 entraîneurs sont compétents. Ces 2 entraîneurs sont compétents. Mais si on passe sur la base de la compétence, il n'y a pas besoin d'affinité. On part sur la base de résultats. Voilà. Il veut dire que si la fédération a choisi 2 entraîneurs sur 17, c'est qu'on estime que la compétence est de mise. Et étant donné que la compétence est la base de ce travail, donc il n'y a plus de souci. Le sélectionneur n'a qu'à choisir celui avec qui... Mais pourquoi est-ce qu'il va choisir? Est-ce que c'est lui qui va le payer? Mais bien sûr, c'est le sélectionneur. Est-ce que c'est lui qui va le payer? Il va choisir. C'est lui qui va... Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir une bonne équipe. Et on travaille avec ceux avec qui le courant passe facilement. Mais pourquoi vous dites que le courant va pas passer? Qu'est-ce qui vous fait croire que le courant va passer? J'arrive pas à comprendre. Mais tout l'argumentaire est basé sur les affinités, le football. On ne parle pas de la capacité à travailler ensemble. Oui, mais il y a une possibilité. Si vous me permettez, je vais essayer de dire une chose assez rapidement. En 10 secondes. Vous savez, même les footballeurs qui portent le maillot d'une équipe nationale, qui sont tous du même pays et qui viennent sur le terrain, ils ont l'obligation de jouer ensemble sans pour autant s'aimer.
Ils n'ont pas besoin d'avoir des affinités quand on les met sur le terrain. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les sait pas, si vous avez le bon, on n'est pas me faire la passe. Mais c'est pareil, justement, les éléphants de Côte d'Ivoire souffrent de cela. C'est pareil Il y a eu des problèmes niveau des staff d'affinité au niveau techniques. de la On n'a pas sélection besoin nationale. d'avoir des affinités pour travailler ensemble. Mais il y a eu tous des- les employés. Les éléphants de nous avons Côte d'Ivoire un ont objectif, échoué on durant ces remplit. 10 dernières années Mon cher à cause ami, de ces ils ont problèmes remporté la Mais Coupe d'Afrique en justement, 2015. Patrice, Il y a au moins 3 Voilà. 4 cannes Mais qui on doivent a échapper sommé à cause Patrice de cela. Baumel Si on vous demande, d'entretenir des vous affinités. n'avez même pas pouvoir donner même la preuve d'un problème Ça y est, d'animosité. merci beaucoup. Patrice Bah, dis Baumel donc, est parti je à pensais cause pas des que- affinités. Voilà, s'il vous plaît, merci. s'il vous plaît, merci Laurel et Hardy, merci beaucoup. Ça va, merci de l'autre côté, Tom et Jerry, merci beaucoup. Oh, ben alors, je savais pas que 3 noms allaient vous mettre dans ces états, hein. Non, Qui en bon. attendions plus, hein, pour le Oui, coup. mais non, ben mais voilà. non. J'imagine ce que ça aurait C'est le été, hein, process avec qui- une plus longue shortlist. Rendez-vous Bon. dans une semaine. Ben oui. Non, pas rendez-vous dans une semaine. Nous, on se donne rendez-vous demain soir. Voilà. Si affinité, bien sûr. Si affinité, absolument. Bon, allez, merci. On espère que vous avez passé une belle soirée. Rendez-vous demain soir hein, pour un nouveau numéro de la Grande Team. Eh ben, d'ici là, passez une bonne soirée, puis bonne journée demain. Et on se voit à 20h30. Bisous, bisous. Bye bye.